Aujourd'hui, on va parler de l'OTAN. Plus précisément d'une question simple en apparence, mais profondément conflictuelle. L'OTAN est-elle une alliance défensive ou une provocation stratégique permanente ? C'est un sujet omniprésent dans l'actualité, souvent traité sous l'angle de l'évidence morale, d'un côté la sécurité, de l'autre la menace. Mais ici, l'objectif n'est pas de trancher, ni de réagir à chaud. L'objectif, c'est de prendre du recul, en s'appuyant sur des livres, des auteurs, des analyses de long terme. Certains sont très institutionnels, d'autres beaucoup plus critiques, parfois même controversés. Et c'est précisément cette tension qui nous intéresse. Pour commencer, posons le cadre. L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Elle est créée en 1949, en plein dans le contexte de la guerre froide. Son principe fondateur est simple. C'est l'article 5, qui stipule qu'une attaque contre l'un des membres est considérée comme une attaque contre tous. C'est le fameux « un pour tous pour un ». À l'origine, l'OTAN regroupe 12 pays occidentaux. Aujourd'hui, elle en compte 32 après plusieurs vagues d'élargissement successives vers l'Europe centrale et orientale, des pays qui appartenaient autrefois au bloc soviétique. Depuis la fin de la guerre froide, l'OTAN n'a pas disparu. Au contraire, elle s'est transformée. On l'a vu intervenir dans les Balkans dans les années 90, puis mener la guerre en Afghanistan, après les attentats de 2001, lancer des opérations en Libye en 2011 et renforcer sa présence à l'est de l'Europe depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Ces faits sont largement documentés, ils ne sont pas contestés. Ce qui divise profondément, ce n'est pas tant ce que fait l'OTAN, mais comment interpréter ce qu'elle fait. Pour y voir plus clair, penchons-nous sur les analyses des experts. Du côté de ce qu'on pourrait appeler la vision institutionnelle, un auteur comme François Heisbourg, dans son livre « Le retour de la guerre », insiste sur un point central. Selon lui, nous sommes entrés dans une nouvelle phase historique où la guerre redevient un instrument possible entre États, y compris entre de grandes puissances. La paix n'est plus un acquis. Dans cette perspective, l'OTAN est d'abord une structure de dissuasion, une sorte d'assurance vie rendue absolument nécessaire par le retour des rapports de force classiques et brutaux dans le monde. Pour Heisbourg, l'alliance n'est pas la cause du conflit, mais une réponse logique et défensive à un monde devenu plus instable et dangereux. Un autre regard, plus nuancé, est celui d'Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, notamment dans son ouvrage « La France au défi ». Il reconnaît l'utilité de l'OTAN, surtout face à des menaces concrètes. Mais il souligne en même temps les ambiguïtés profondes de la position européenne. Cette dépendance stratégique écrasante envers les États-Unis, la faiblesse chronique de l'autonomie de défense européenne et notre difficulté collective à définir une vision propre de notre sécurité. Chez Védrine, l'OTAN n'est ni un mal absolu, ni une évidence indiscutable. C'est un outil, un marteau puissant, dont l'usage et surtout la direction posent question. Qui tient le manche pour frapper sur quel clou ? Maintenant, explorons des lectures beaucoup plus critiques, voire controversées. Des auteurs comme Michel Chossudovsky, dans son livre « Guerre et mondialisation », défendent une idée radicalement différente. Pour lui, l'OTAN n'est plus une simple alliance défensive, mais est devenue l'instrument central d'un ordre global militarisé, qui sert des intérêts économiques et géopolitiques bien plus larges. Selon cette analyse, l'élargissement continu de l'OTAN vers l'Est, loin d'apaiser les tensions, contribue au contraire à les structurer durablement. Chossudovsky y voit une logique d'encerclement stratégique, notamment vis-à-vis de la Russie, perçue comme un obstacle à cette mondialisation menée par la force. Dans un registre différent, mais qui converge sur certains points, le journaliste Pepe Escobar, dans son livre Empire of Chaos, décrit l'OTAN comme le bras armé d'un système qu'il qualifie d'impérial. Un système engagé dans une guerre diffuse, qui n'est pas seulement militaire, mais aussi économique, informationnel, et qui se joue à l'échelle de tout le continent eurasiatique. Bien sûr, ces analyses sont souvent accusées d'être excessives, parfois même de flirter avec le complotisme. Elles ne reposent pas toujours sur des démonstrations académiques irréfutables. Mais elles sont intéressantes pour une autre raison. Elles révèlent une perte de confiance profonde chez une partie de l'opinion mondiale dans les récits officiels sur la sécurité et la défense. Elles expriment
Une méfiance face aux justifications des interventions militaires. Alors, que faire de tout ça? Quand on met ces lectures si différentes côte à côte, plusieurs choses apparaissent. D'abord, on voit bien que la réalité est bien plus complexe que l'opposition binaire entre alliance purement défensive et machine de guerre agressive. L'OTAN est tout ça à la fois. Un objet hybride, c'est un cadre de protection pour ses membres, c'est indéniable. Mais c'est aussi un outil de puissance pour les États-Unis. C'est un héritage direct de la guerre froide, mais c'est aussi un acteur majeur du nouveau monde multipolaire. Ensuite, il faut comprendre que ces récits divergents, même les plus critiques, disent quelque chose de notre époque. Ils traduisent une inquiétude collective face à la militarisation croissante du monde, à l'érosion du droit international, et à cette difficulté que nous avons à identifier clairement qui nous protège, qui nous menace, et contre quoi exactement. Comprendre ces récits, ce n'est pas forcément y adhérer. C'est d'abord comprendre le climat intellectuel et politique dans lequel ils émergent et ce qu'ils révèlent de nos angoisses contemporaines. En résumé, la question n'est peut-être pas de savoir si l'OTAN est, dans son essence, défensive ou provocatrice. La vraie question est de comprendre comment une alliance militaire aussi puissante finit par façonner le monde qu'elle prétend sécuriser. Penser l'OTAN, au fond, c'est nous obliger à penser nos propres peurs, nos dépendances stratégiques et notre rapport collectif à la guerre. Et je vous laisse avec cette question pour réfléchir. Peut-on encore garantir la sécurité sans produire en même temps de nouvelles formes de tension? On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage ici dans Bibliothèque du réel.